Bon, mais écoutez, si vous voulez, on va continuer nos auditions et donc nous poursuivons cet après-midi avec celle donc, de Laurent Thévenot, maire de Volvic. Je vous en prie, monsieur le maire. De Joseph Kuchna, maire de Saint-York, qui est en visioconférence. Est-ce que vous entendez bien, monsieur le maire? Très bien. Bon, merci beaucoup. De Gilles Journet, qui est vice-président de la communauté de communes 5... Non, il n'est pas là. D'Alexandre Verdier, qui est président de la clé du stage allié Aval, et de Jean-Pierre Luneau, qui est conseiller départemental du Puy-de-Dôme, et de Gérard Brun, qui est directeur départemental des territoires de la mer. De Guillaume Brun, oui, je dis qui ? Guillaume Brun, qui est directeur départemental des territoires de la mer du Puy-de-Dôme. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Donc on va commencer par monsieur le directeur de la DDTM. Je le jure. Voilà, monsieur le maire de Volvic. Je le jure. Avec le micro pour qu'on puisse vous enregistrer, vous entendre. Je le jure. Merci bien. Monsieur le conseiller départemental. Je le jure. Monsieur le président. Je le jure. Et peut-être votre collaboratrice au cas où elle parle. Enfin. Je le jure. Et également, monsieur le maire de Saint-York, est-ce que vous pouvez... Je le jure. Merci bien. Et également, est-ce que vous pouvez nous faire part si vous auriez d'éventuels liens d'intérêt avec l'objet de notre commission d'enquête? Donc, on va commencer par monsieur le maire de Saint-York. Je n'ai aucun lien de parenté ni aucun problème avec cette commission. Merci, monsieur le maire. Monsieur le directeur. Aucun lien d'intérêt, monsieur le Merci, président. monsieur le maire de Volvic. On reprend. Aucun lien d'intérêt, monsieur le président. Monsieur le conseiller départemental. Aucun lien d'intérêt. Monsieur le président de la clé. Aucun lien d'intérêt. Et sa collaboratrice. Aucun lien d'intérêt. Merci beaucoup. Je rappelle rapidement pour nos internautes, parce que vous savez que cette audition est retransmise sur le site du Sénat, que ce dernier a constitué le 20 novembre dernier une commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille. Au début de l'année 2024, plusieurs médias ont révélé les pratiques illégales de certaines entreprises du secteur des eaux embouteillées, en particulier le recours à des traitements interdits sur les eaux minérales naturelles et de source. Notre commission d'enquête du Sénat vise à faire la lumière sur ce dossier sous réserve des éventuelles procédures judiciaires en cours. Cette audition a pour objet de donner la parole à des élus et à des responsables administratifs concernés par l'exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de source dans le Puy-de-Dôme et l'Allier. Il s'agit pour nous de comprendre l'écosystème des eaux et le rôle de chacun. Que représentent aujourd'hui les différents sites des minéraliers et plus particulièrement de Volvic, de Saint-York en termes d'installation, d'emploi, de production annuelle de bouteilles, de recettes fiscales pour vos collectivités? Quel regard portez-vous sur les récentes révélations concernant le traitement de désinfection des eaux minérales naturelles par des minéraliers dont Nestlé Water et Alma? À la lumière de ces événements intervenus dans les Vosges et dans le Gard, le dispositif de contrôle de surveillance des eaux minérales naturelles et eaux de source vous paraît-il satisfaisant en France? Sinon, quelles pourraient être à vos yeux les améliorations à lui apporter? Plus globalement, comment agissez-vous pour préserver la ressource en eau souterraine? Voici les quelques questions que notre rapporteur vous interrogera. Nous vous proposons de dérouler cette audition en plusieurs temps. D'abord, vous présenterez votre travail, vos réflexions de manière préliminaire. Alors, comme on a 1h30 d'audition, on va dire 10 minutes par à peu près institution. Et puis après, notre rapporteur pourra vous poser les questions qu'il souhaite. Alors, qui souhaite commencer? Bon, on commence peut-être par monsieur le président de la clé, non? Ça paraît très plus logique, non? Allez, monsieur le président, à vous. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les membres de cette commission, vous m'avez convoqué pour cette audition en tant que président de la commission locale de l'eau du sage allié Aval, dont je suis le président depuis décembre 2023.
Ma principale mission a été de relancer les échanges avec les acteurs socio-économiques sur le déroulé de la concertation au sein de l'instance et questionnant les premiers résultats de l'étude menée sur les ressources quantitatives des ressources en eau du bassin Allier-Aval, dite HMUC Allier, et de la mise en place d'un projet de territoire de gestion des eaux. Le bassin Allier-Aval est un bassin versant de près de 6400 km² avec comme principal cours d'eau l'Allier, affluent majeur de la Loire. C'est un bassin qui concentre la population et les principales activités socio-économiques de l'ancienne région Auvergne. Il possède de nombreuses ressources en eau, avec des caractéristiques très diverses du fait d'une géologie hétérogène et diverse. Des territoires sont marqués par la présence d'espèces patrimoniales et des territoires plus dégradés par les activités de l'homme. Le SAGE a été élaboré en 2005 et 2015 et approuvé en 2015. Sa structure porteuse a toujours été l'établissement public Loire du bassin de la Loire. Depuis 2018, la clé se compose de 85 membres représentatifs du bassin et de ses activités. Mise en place à des études de connaissances majeures pour répondre aux objectifs du plan d'aménagement de gestion des eaux, de la gestion quantitative avec l'étude HMUC Allier menée par la clé, pour couvrir les ressources en eau souterraine de la chaîne des puits, grâce aussi à une collaboration avec la commission locale de la Sioule. Et cette étude a été menée par l'Université Clermont-Auvergne. Ces ressources souterraines sont classées réservées pour l'alimentation en eau potable par le SDAGE Loire-Bretagne et demandent la mise en place d'un schéma de gestion. Deux autres études sont mises en place depuis 2019, l'inventaire des zones humides sur l'ensemble du bassin Allier-Aval et un schéma de gestion de l'espace de mobilité de l'Allier afin de caractériser la dynamique érosive de l'Allier et les risques associés. Dans le cadre de l'étude HMUC Allier sur la gestion quantitative, nous avons étudié les prélèvements exercés par l'ensemble des activités économiques dont les prélèvements des 6 principales sociétés d'embouteillage sont présentes sur le territoire. Nous avons validé le diagnostic en 2021 qui consistait à évaluer l'impact des prélèvements et des rejets associés sur le bon fonctionnement des ressources en eau. En 2022, la clé a validé la phase prospective qui vise à définir des scénarios d'évolution des ressources en eau et des usages aux horizons 2030 et 2050. Nous sommes actuellement à la définition de volumes mobilisables sur les affluents de l'Allier compatibles avec le bon fonctionnement des ressources. Sur la clé, aujourd'hui, nous possédons une expertise sur la gestion quantitative des ressources en eau, plus particulièrement des ressources superficielles des cours d'eau, et nous avons capitalisé les connaissances existantes sur les ressources en eau souterraine. Ces eaux souterraines il est encore nécessaire d'investir sur des études de connaissances pour mieux connaître leur fonctionnement et permettre d'établir un cadre de gestion. Le projet de recherche sur les eaux souterraines issues du volcanisme de la chaîne des puits n'a pas permis encore de répondre à toutes les questions sur le fonctionnement des 10 coulées volcaniques. Nous n'avons donc toujours pas engagé la rédaction du schéma de gestion de ressources propres à ces ressources. Il reste difficile pour nous de mener ces études, car sans financement, comme vous le savez sûrement, les clés ne disposent pas de budget propre et nous dépendons trop souvent d'établissements publics. La majorité de ces ressources souterraines sur ces territoires ne possèdent pas de suivi quantitatif ni qualitatif mis en place par les autorités publiques. Concernant la qualité des ressources en eau, nous prenons en compte le résultat du suivi réalisé pour le compte de l'État et des structures locales. Mais les ressources souterraines exploitées sont principalement suivies par les exploitants qui transmettent ces suivis aux services étatiques chargés des contrôles. La commission locale de l'eau peut difficilement accéder à ces données, tout comme la commission locale de l'eau ne possède pas le suivi des autorisations des exploitations. Pour revenir sur ma priorité d'action actuelle, en 2023, les acteurs socio-économiques ont demandé des réponses à leurs questionnements sur la méthode de l'étude HMUC et la mise en œuvre du PTGE. Suite à de nombreux échanges, nous avons pu répondre à leurs questions et reprendre la mise en œuvre de cette étude et cette démarche. L'objectif est d'aboutir à un plan de gestion quantitative des ressources, des affluents de l'Allier d'ici 2026. À l'heure où je vous parle, mon vice-président est en train d'animer un copil sur ce thème-là. Je vous remercie et je me tiens à disposition pour toute question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Après, le conseiller départemental, on fera les maires et on terminera par le DDTM. Monsieur le conseiller départemental.
C'est collé. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les sénateurs, voilà, je suis vice-président du département en charge de l'environnement depuis décembre 2024. Donc c'est aussi ma formation de base. Je m'occupe de l'environnement et plus spécialement de l'eau. Les sujets sont l'alimentation en eau potable, l'assainissement, les espaces naturels sensibles, les milieux humides et les milieux naturels. Nous n'intervenons pas, nous, sur les mises en bouteille de l'eau minérale. La seule implication du département, c'est l'impluvium de Volvic. Et le travail avec eux sur la gestion des quantités prélevées en fonction des saisons. Voilà, c'est une fonction au département qui est une fonction qui n'est pas obligatoire pour les départements. Donc c'est quelque chose que le président a voulu mettre en avant sur la gestion des eaux, parce que c'est une source d'emploi important, notamment sur le département, et une source d'environnement, bonne qualité de l'environnement en fait, qui est sur notre région. Alors le schéma départemental d'alimentation en eau potable du Puy-de-Dôme, adopté en 2023, est le document de référence. Les fiches d'aide du département ont été revisitées en conséquence. La priorité est donnée à la réduction des fuites, à la rénovation des ouvrages, à la sécurisation de l'alimentation en eau potable en qualité et quantité, à la réutilisation des eaux usées, traitées ou encore la mise en séparatif. Ces aides sont conditionnées à un prix de l'eau et de l'assainissement acceptable. En 2023, quelques chiffres, le département a attribué 4,1 millions d'euros dans le domaine de l'eau potable. C'est ce qu'on donne à peu près tous les ans, entre 4 et 6 millions d'euros. Nous travaillons aussi sur des projets d'interconnexion pour justement éviter les problèmes d'avoir de l'eau dans un bassin versant et pas dans l'autre. Et je sais que Volvic a travaillé là-dessus aussi sur l'interconnexion et sur le fait de reverser une partie de son eau l'été si il n'y a pas assez d'eau, s'il y a tension, tout à fait. Alors pour en parler de Volvic, nous le bilan c'est quelque chose d'important dans la région, c'est la 4e entreprise. Donc il y a, monsieur le maire en parlera certainement mieux que moi, mais il y a pas loin de 1000 salariés, des gens qui sont rémunérés correctement. Ils font des efforts tous les ans pour diminuer leurs prélèvements, pour améliorer leur rentabilité. Je sais qu'ils étaient à 1,9 litres pompés pour 1 litre d'eau, mais ils sont maintenant à 1,3 ou 1,4. Voilà. Donc il y a chez nous on a l'impression, une prise de conscience de cette ressource qui doit être partagée par tous, en fait. Alors, le manque de transparence des entreprises qui a eu lieu en dehors de notre département, alors pour moi, c'était vraiment le rôle de l'État de protéger les populations. C'est la DDCCSP qui devrait, qui devrait informer les gens plutôt que, parce qu'on parlait de retrouver ça dans Mediapart ou de retrouver ça dans Le Monde. Voilà, je pense que ça aurait été bien que ce soit cet organisme qui prévienne les habitants et les consommateurs par rapport à ça, mais ça ne s'est pas fait dans ce sens. Du coup, ça donne une information qui n'est pas toujours positive. Voilà, après j'ai des choses plus techniques et juste pour finir sur Volvic, donc la Société des eaux de Volvic est soucieuse de la protection de l'impluvium. Des conventions portant sur les pratiques agricoles sont signées avec les agriculteurs. Pour partager les informations disponibles et limiter les causes de polémiques, l'État a instauré un comité de transparence sur l'impluviol de Volvic, animé par la sous-préfète de Riom. Ce comité rassemble les élus des collectivités locales, le département, les services de l'État, les hydrogéologues agréés, les représentants des associations représentant l'écologie et la société civile. On fait au moins 2 réunions par an et je sais que dans le futur SDAGE, il va y avoir encore plus d'informations et d'attention par rapport à ces prélèvements. Et je crois que tu en as parlé des études
par rapport à l'impact du prélèvement des eaux par rapport à la consommation d'alimentation en eau potable. Voilà. Donc pour nous, Volvic, c'est une entreprise importante. C'est beaucoup d'emplois indirects et directs. Et c'est plutôt une entreprise qui a l'air de faire son travail avec les collectivités, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres. Non, choses, voilà, Monsieur le le Président. rapporteur, peut-être qu'on y revient sur la reviendra, question. On va Parfait. passer à. Merci. Merci beaucoup, monsieur le conseiller départemental. Au maire de Volvic, pour des propos préliminaires. Après, on passera au maire de Ceinture et vous terminerez en tant que représentant de l'État. Monsieur le maire de Volvic. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le sénateur, je suis donc Laurent Thévenot, je suis le maire de Volvic depuis juin 2020 et je suis également le président du syndicat mixte des utilisateurs de l'eau de la région de Rion et je suis également conseiller communautaire sur la commune d'Aglo, Rion, Limagne et Volcan. En qualité de maire, j'ai pour seule préoccupation les intérêts du territoire et des administrés volvicois. Donc l'ensemble de mon équipe est à leur écoute. Nous transmettons en toute transparence les informations dont nous disposons et si nécessaire, nous prendrons toutes les mesures qu'imposent les circonstances dans le cadre légal et réglementaire qui nous est imposé. Donc, la présence de la Société des eaux de Volvic, comme l'a dit monsieur le conseiller départemental Luneau, et c'est un fait, ça constitue un avantage économique non négligeable, tant pour les emplois directs que pour les emplois indirects, et par le dynamisme que procure cette entreprise à la commune. En revanche, cela ne fait pas perdre de vue à l'ensemble de l'équipe municipale que nous œuvrons pour l'intérêt général et pour le bien de nos administrés. Pour rappel, donc, la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques rappelle que la police administrative de l'eau appartient au préfet. C'est donc au préfet, en tant qu'autorité administrative, qu'il appartient de délivrer les autorisations relatives au prélèvement de la ressource. Je rappelle également que donc, la commune ne dispose d'aucun pouvoir à cet égard, en dehors des cas dans lesquels les autorisations de prélèvement délivrées aux pétitionnaires justifieraient l'instauration de servitudes sur le territoire de la commune. Le maire n'est pas consulté. Le maire est en revanche informé avec le préfet de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux, ce qui n'est encore jamais arrivé. Je vais peut-être faire une redite, mais si le maire est l'interlocuteur vers lequel se tournent naturellement les administrés, les associations, les industriels du territoire, lorsqu'ils attendent que des mesures soient prises, on entend leur inquiétude, mais il faut comprendre que le maire dispose de pouvoirs extrêmement limités en matière de police de l'eau. En ma qualité de maire, je ne suis ni consulté, ni informé lorsque les volumes prélevés par la SEV sont augmentés ou diminués par arrêté préfectoral. Cela ne fait pas partie de mes prérogatives ni de mes compétences. Donc, mon niveau d'information sur ce sujet est à la hauteur de mes prérogatives, c'est-à-dire plutôt faible. Voilà ce que j'avais à dire s'agissant du positionnement du maire sur notre commune. Monsieur le rapporteur, je suis complètement disposé, évidemment, et ce sera avec grand plaisir que je répondrai à des questions plus précises si vous le souhaitez. Merci beaucoup, monsieur le maire de Volvic. Et on va passer maintenant au maire de Saint-Thior. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots préliminaires? Merci beaucoup. Oui, bonjour Monsieur le Président, messieurs les sénateurs. Je suis élu maire depuis 2014 à Saint-Thior et bien entendu, j'ai de très bons rapports, je dirais, normaux avec la société Alma qui gère les eaux de la commune de Saint-Thior.
Il faut savoir que cette société, avant, était une société de petites sources qui étaient chacune exploitée à sa façon. Et ça a été dans les années 1900 racheté par Perrier, Nestlé. Et en 1992, c'est Alma qui a repris l'ensemble de la gestion et de l'exploitation de cette usine. Cette usine a une superficie totale de 22 hectares, dont 6 hectares et demi de bâtiments. Nous avons un nombre d'emplois qui est de 150, donc, dont 55 à l'embouteillage. Le nombre de bouteilles sorties par année est de 90 millions. Et les recettes fiscales vont de 147 000 euros à 130 000 euros en 2024. Bon, aujourd'hui, le regard que je porte, moi, sur le traitement et la désinfection des eaux minérales par Nestlé Waters et Alma, je trouve que c'est regrettable et effectivement, comme le disait mon collègue de Volvic, nous ne sommes pas informés du tout, sinon par les résultats que nous pouvons regarder dans les journaux, mais nous n'avons pas beaucoup d'informations concernant l'exploitation de cette usine. Après, les eaux minérales ne sont pas concernées par la limitation. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des sources qui sont à 80 mètres sous terre avec une forte pellicule d'argile qui empêche la pollution de ces eaux minérales et l'infiltration par les eaux de pluie de différentes pollutions qui pourraient intervenir à ce moment-là. Il y a une protection, disons, géologique naturelle qui se fait sur cette partie-là. Concernant mon expérience sur le terrain, je dirais que je n'ai pas beaucoup d'informations. J'ai de très bons rapports avec le directeur. Quand je demande certaines informations, on me les donne. Alors, bon, je les prends telles qu'elles me sont livrées. Sur les enquêtes qui ont eu lieu sur Radio France, Mediapart et ailleurs, il y a eu très peu d'impact sur les habitants et nous n'avons pas vu de perte de confiance au niveau des habitants et des gens qui sont dans la région. Maintenant, est-ce que c'est dû au fait que bon, beaucoup de personnes ont des gens qui travaillent à Alma? Ça peut être une explication. Je pense qu'un peu plus de surveillance serait peut-être nécessaire et peut-être aussi nous donner un peu plus d'informations quand quelque chose ne va pas ou quelque chose arrive et qu'on est informé à raison de 3 mois après la sortie de l'information par les journaux ou par les radios. Alors, bon, concernant la surveillance, je pense que peut-être qu'une surveillance serait plus positive à condition de ne pas les avertir des dates où vous allez passer pour éventuellement faire des prélèvements. Alors, la garantie de la qualité des eaux souterraines, elle est effectivement de fait chez nous, dans la mesure où il y a une vérification au moins une fois par mois de l'ARS. Donc, et avec les choses que j'avais précisées avant, l'argile nous protège également de cette pollution. Donc, je ne vois pas bien quelles autres pollutions, à part quelque chose de catastrophique, mais ces gens-là ont des sources sur lesquelles, avec les agriculteurs, ils se sont engagés à leur mettre les terrains à disposition à condition qu'ils n'utilisent pas de produits polluants. Donc, je ne pense pas qu'il puisse y avoir vraiment de gros dangers. Bon, les sources, je vous le disais, sont à 80 mètres sous terre. Aujourd'hui, quand on discute avec ces gens-là, ils sont en totale autonomie
Ils ont une autorisation de 50 mètres cubes heure pour le pompage et aujourd'hui, on est à 24 mètres cubes heure, donc il n'y a pas de demande supplémentaire. Donc voilà en gros ce que je peux dire et ce que je connais de l'usine Alma, en ayant toujours de très bons rapports avec le directeur du site. Voilà, maintenant je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je ne doute pas que notre rapporteur vous posera des questions. Et puis maintenant, pour terminer, donc, monsieur le directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme. Merci, Monsieur le Président. Si vous le permettez, je serai relativement bref puisque je pense que vous connaissez le rôle des directions départementales des territoires. Je les rappellerai donc simplement très synthétiquement. Je suis en charge donc de la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme depuis l'été 2021. Comme vous le savez, la direction départementale des territoires est l'organisme déconcentré de l'État en charge, sous l'autorité du préfet, de la mise en œuvre de la politique de l'eau, selon les directives délivrées par la direction de l'eau et de la biodiversité au niveau national, dont je crois que vous avez auditionné la directrice. La DDT donc, est en charge de veiller et de travailler au bon état quantitatif et qualitatif des masses d'eau, notamment les masses d'eau souterraines dont il est question ici. La DDT s'intéresse donc à la partie ressources et est en charge à ce titre de l'instruction, de la délivrance et du contrôle des autorisations de prélèvement. En revanche, on n'est pas en charge de la partie, j'allais dire, plus aval, une fois l'eau prélevée, et donc de la qualité des eaux embouteillées en elles-mêmes, qui relève de nos collègues de l'ARS, même si à travers la mission interservice de l'eau et de la nature, nous avons des échanges et une coordination régulière entre services de l'État. La DDT suit à ce titre les activités de la Société des eaux de Volvic, donc, dont nous allons reparler à travers vos questions, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Effectivement, nous travaillons alors à la fois sur leurs autorisations de prélèvement, sur le contrôle de celles-ci, mais aussi plus généralement sur les connaissances nécessaires et supports de ces autorisations pour veiller à ce qu'elles soient bien adaptées. Monsieur le conseiller départemental évoquait le comité de transparence notamment qui a été institué sur l'État et que la DDT, effectivement, aux côtés de la sous-préfète, contribue à animer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Alors, pour votre information, c'est sûr que dans quelques jours, on va auditionner également le directeur régional de l'ARS ainsi que Monsieur le préfet du Puy-de-Dôme, puisqu'ils sont concernés aussi par ces sujets. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos premières interventions. Peut-être une première question pour Monsieur le directeur. Vous avez eu donc porté à connaissance, en tout cas par la presse, de ce qui se passait chez un certain nombre dans d'autres départements du territoire, et notamment vous avez eu à connaître via ces révélations de presse des forages illégaux qui ont eu lieu notamment dans le Gard. Ma question, elle est assez simple, c'est est-ce que ces révélations de presse vous ont conduit à une action spécifique sur le territoire? Est-ce que, compte tenu de ce qui se passait ailleurs, quelque chose de particulier a été mis en place dans le Puy-de-Dôme? Alors, je n'ai pas d'informations détaillées sur les révélations dont vous faites part. Je n'ai pas suivi avec en profondeur la nature de ces révélations et la nature des fraudes qui sont alléguées. Donc, à l'initiative de mon service, nous n'avons pas pris particulièrement d'actions complémentaires ou correctives de nos pratiques en la matière. D'accord, et vous n'avez eu non plus aucune instruction du ministère en ce sens sur la question des eaux minérales? Vous n'avez eu aucune instruction vous spécifiant d'intensifier les contrôles ou bien de mener une campagne particulière? Nous n'avons pas eu d'instruction spécifique qui serait rapportée à des événements constatés dans d'autres départements. Nous avons chaque année des instructions générales de contrôle, avec le plan national de contrôle. Et dans ce cadre-là, la direction de l'eau et de la biodiversité nous demande effectivement de réaliser un certain nombre de contrôles. Donc,
Je ne sais pas si ils ont tenu compte dans leurs instructions à travers ce plan national de contrôle des révélations qui se passaient sur d'autres départements. Voilà, nous, nos instructions, c'est ce plan national de contrôle que derrière nous déployons localement. Très bien, merci. Quelle est votre analyse, et c'est une question peut-être qu'il pourra rejoindre aussi pour les élus, quelle est votre analyse de la situation des nappes, qu'il s'agisse de la nappe sur laquelle est prélevée l'eau de Volvic ou de la nappe sur laquelle est prélevée l'eau de Saint-Yor? Comment vous analysez ces nappes? Est-ce que vous considérez qu'elles sont exploitées convenablement, qu'elles sont surexploitées? Comment vous les analysez? Alors, d'un point de vue qualitatif, la nappe de l'impluvium de Volvic n'a pas de difficulté particulière. Elle n'est pas classée en état dégradé, ni dans le SDAGE actuel, ni dans les travaux de mise à jour qui sont en cours pour le SDAGE futur. C'est une nappe qui est relativement protégée d'un point de vue géographique, puisque la superficie de l'impluvium, qui fait à peu près 41 km², est couverte majoritairement de forêts, à 53%, et de manière complémentaire à 41% par des terres agricoles qui sont pour l'essentiel des prairies pâturées. Donc on n'a pas de source de pollution particulière sur cet impluvium. Par ailleurs, il y a une infiltration qui est assez profonde et lente, à travers notamment des cônes de scories volcaniques, donc une filtration assez importante. Donc la qualité de l'eau est très bonne, elle n'a pas de facteur de danger particulier, et on n'a aucune alerte particulière sur sa pollution, d'autant que, on pourra y revenir, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises pour y veiller. D'un point de vue quantitatif, on a des travaux assez approfondis pour justement améliorer la connaissance, comme je l'évoquais précédemment. Jusqu'à ces dernières années, on avait des fluctuations qui étaient assez régulières, conjoncturelles, mais pas de baisse particulière. La ressource de l'impluvium était très stable et elle a une composante inertielle majoritaire à travers justement la lente infiltration dans les cônes de scories qui sont à l'amont du bassin. Donc on a une composante très stable de base avec des infiltrations annuelles qui la complètent, mais on a une composante inertielle qui est tout à fait majoritaire, comme l'ont montré des travaux de recherche récents. Donc jusqu'à la fin des années 2010, je dirais qu'il n'y avait aucune tension particulière structurelle notée. Depuis quelques années, donc, on a noté une diminution de la recharge liée au phénomène de changement climatique. On est en train d'essayer de la documenter plus précisément pour en estimer l'ampleur. Suite à ces constats, un certain nombre d'actions ont été entreprises, notamment des demandes des pouvoirs publics aux minéraliers de conduire des actions de sobriété afin de réduire progressivement ces prélèvements. Et donc les prélèvements ont subi une réduction? Alors les prélèvements ont diminué effectivement au cours des dernières années. En fait, les prélèvements avaient historiquement augmenté progressivement à partir du début de l'exploitation des sources dans les années 60 jusqu'à la fin des années 90, une phase d'augmentation progressive. Donc le pic est dans les années 90, le pic est dans quelle année? En fait, c'est à partir des années 2000, enfin on attend à peu près le pic en 2000, c'est resté très stable de 2000 jusqu'à disons 2017, oui. Et on est en diminution progressive depuis 2017. Vous pouvez donner le chiffre 2017-2024 si vous l'avez en tête? Alors 2017-2023 on devait être à peu près vers 2,9 millions de mémoire, hein, donc c'est ordre de grandeur de 2,9 millions de mètres cubes au pic vers 2017, et on est actuellement vers 2,3 millions de mètres cubes. D'accord, ok. Voilà. Et donc les autorisations, donc les pouvoirs publics, à travers le préfet, ont demandé à la Société des eaux de Volvic de conduire des actions de sobriété. La Société des eaux de Volvic a accepté de s'engager dans un plan d'utilisation rationnelle de l'eau, un PUR, donc c'est une dispositions que nous mettons en œuvre dans le département sur les préleveurs les plus importants, ceux qui représentent des prélèvements de plus de 40 000 m3 annuels. Donc, on a une trentaine de préleveurs dans cette situation-là. Et donc, les préleveurs en question s'engagent dans des actions de sobriété, dans le déploiement des meilleures techniques disponibles, et donc dans une réduction de leurs prélèvements. Ça a conduit à une première réduction de l'autorisation de prélèvement de la Société des eaux de Volvic de 10% à la fin de l'année 2021. Et de nouvelles réductions sont envisagées pour 2025 et pour 2026. Donc on est sur une progressive réduction en lien avec les actions de sobriété conduites par l'embouteilleur.
de manière complémentaire à travers le PUR, puis depuis consolidé à travers notre arrêté cadre sécheresse, que nous avons mis à jour en 2024, nous avons ajouté des dispositions de réduction conjoncturelle en cas de tension constatée sur la ressource. Donc, à travers notre arrêté cadre sécheresse, nous avons identifié un point de référence sur la zone de l'impluvium, donc un piézomètre, dont nous avons identifié des niveaux pouvant traduire une tension. Et lorsque ces niveaux sont atteints, des réductions supplémentaires, qui s'ajoutent aux réductions structurelles que j'évoquais, sont appliquées par le minéralier. Elles sont actuellement de 5% en niveau alerte, 10% en alerte renforcée et 12,5% en crise. Et elles doubleront à partir de 2026 dans le cadre d'un projet de réutilisation des eaux usées et de lavage par le minéralier. Et donc, à partir de 2026, deviendront de 10% en alerte, 20% en alerte renforcée et 25% en situation de crise, qui s'ajoutent aux réductions structurelles que j'évoquais. D'accord, donc sur Volvic, en fait, on est sur une situation, si j'essayais de la requalifier avec tout ce que vous venez de nous dire, qui est quand même maîtrisée. Un impluvium qui est naturellement protégé pour moitié et pour moitié sur des prairies avec visiblement donc pas d'utilisation intensive de pesticides ou autres qui pourraient être dommageables. On est sur une nappe profonde, protégée naturellement aussi de ce fait, et on est sur une gestion de la ressource qui en assure désormais le rechargement par ce que vous avez décrit comme étant mis en place. Ça vous semble une description convenable de ce qui se passe ? Oui, la ressource est effectivement protégée d'un point de vue qualitatif et nous veillons au niveau des pouvoirs publics à effectivement adapter les niveaux de prélèvement pour correspondre à la situation de l'impluvium. Et nous suivons la situation et si la situation évolue, nous agirons en conséquence également. Et sur la partie du coup Saint-Thior, est-ce que vous pouvez avoir une analyse un petit peu... Alors, Saint-Thior étant dans l'Allier, je suis malheureusement pas compétent. Oui, excusez-moi, d'accord. Merci beaucoup. Peut-être une question pour monsieur le maire de Saint-Thior, justement. Les révélations qui nous concernent sont parties d'un lanceur d'alerte au sein de la société Alma, avec un certain nombre de procédures judiciaires qui ont été ouvertes. Pour ce qui est de Nestlé, on sait où les choses nous ont menés dans les Vosges, puisqu'il y a eu une convention judiciaire d'intérêt public. Qu'en est-il, à votre connaissance, pour Source Alma ? Est-ce que vous avez des nouvelles de ces procédures qui avaient été ouvertes ? Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations dans ce sens. On a mis très longtemps, puisque quand le phénomène est apparu, on a eu des interprétations, des choses invraisemblables qui circulaient sur la place, mais personne ne nous a donné d'informations. Et lorsque je suis allé à la source, c'est le cas de le dire, le directeur m'a dit qu'il ne pouvait pas aujourd'hui me donner plus d'informations que ce que l'on entendait dans les journaux et partout. Donc, je n'ai pas eu plus d'informations, ce n'est que bien longtemps après où on a su qu'en fait, il y avait un rajout de gaz carbonique non pas naturel, qui ne provenait pas de l'eau, mais qui était rajouté en plus dans la mise en bouteille. Donc voilà l'information que j'ai aujourd'hui et je n'en sais pas plus. Et encore faudrait-il pouvoir la confirmer par un écrit parce que c'est purement oral. Merci beaucoup, merci. Monsieur Verdier, je me permets de revenir à la charge du coup sur l'Allier et Saint-Thior. Peut-être que vous avez, vous, une vision que vous partagez une vision de l'état de la ressource, de sa qualité, de la manière dont les choses se passent. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure en propos introductif, monsieur le rapporteur, autant sur la quantité, on a des éléments d'étude, mais sur la qualité, je n'ai pas de données. Et vous pouvez revenir sur la quantité, du coup Donc, sur la quantité, aujourd'hui, nous, on est sur l'élaboration, donc comme je vous le disais tout à l'heure, sur le PTGE, etc., mais on n'a aucune alerte sur la ressource de Saint-Thior. On n'a pas d'alerte spécifique. Toutes les études aujourd'hui que nous avons nous disent que Saint-Thior, il n'y a pas de problème au niveau de la quantité d'eau. Par contre, et c'est là où je vous alerte, c'est que le président de
commission locale de l'eau, on n'est pas une instance où des fois on a toutes les informations non plus. Il faut aller les chercher, ce qui est un peu des fois contrariant parce que on nous demande de travailler, l'État nous demande de travailler sur des documents de planification de la gestion de l'eau, mais on n'a pas forcément toujours tous les éléments pour prendre les décisions. Donc on prend les décisions, on essaye les plus justes avec les informations que l'on a. C'est un point très important parce qu'en fait, vous êtes en train de nous dire qu'alors même que dans la commission locale de l'eau peuvent se prendre des décisions pour la protection de l'impluvium, par exemple, qu'en même temps, vous n'avez pas les données qualitatives qui vous permettraient de doser et de proportionner les recommandations finalement et les mesures mises en œuvre avec le risque pesant sur la ressource. Aujourd'hui, vous n'avez pas, en fait, vous ne savez pas l'état de la ressource sur Saint-Cyr. Vous confirmez ça? Sur la qualité, je n'ai aucune. C'est pas notre rôle, nous, sur la qualité. Et il y a des échanges avec l'industriel qui existent ou Ah pas oui, du tout? ça, on est toujours, il n'y a pas de... Et alors, quand vous demandez des informations sur la qualité de l'eau à l'industriel, vous avez des... Mais nous, sur la qualité, si vous voulez, c'est pas notre rôle. Moi, en tant que président de Clé, je suis pas là pour donner, pour dire si l'eau de Saint-Cyr ou l'eau de Volvic est bonne. Oui, tout à fait d'accord. Mais vous avez quand même la responsabilité de vous interroger sur la protection de l'impluvium et sur la protection de la ressource. Sur la quantité, sur ce qui va au milieu, sur ce qui peut être industrialisé. Et donc, pour vous, vous n'avez aucune responsabilité sur, parce qu'on a entendu, on a quand même eu des présidents de Clé ce matin qui nous parlaient des mesures qui étaient mises en place de protection de la ressource d'un point de vue qualitatif. Mais pour ce qui vous concerne, vous considérez que votre mission s'arrête à la question de la quantité. Si on n'a pas d'échange, si on n'a pas d'alerte au niveau des autorités compétentes pour mesurer la qualité des eaux, non. Et donc vous avez des liens avec l'ARS sur ce sujet, d'une manière ou d'une autre ou... L'ARS, très peu. Jamais on les a... Ils sont membres de la Clé. Ils sont membres de la Clé. Et l'ARS n'a jamais émis aucune information dans ce sens-là en commission locale de l'eau. Mais ils sont là. Hein. Et racontez-moi, pour que je comprenne bien, comment se déroule une clé. Donc l'ARS est présente, elle prend la parole pour faire un point sur l'état de la ressource ou à quoi ça ressemble? Racontez-moi, s'il vous plaît. Comme ça me permet de le visualiser. Moi, et là, je n'ai pas été membre d'une clé dans ma vie d'avant, donc je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble. C'est très intéressant, monsieur le rapporteur. Ah ben, j'imagine. Quand on est jeune élu, c'est très formateur. Je peux vous l'assurer. Non, une commission locale de l'eau. Un jeune sénateur aussi. Mais j'étais plutôt côté déchets, moi, dans mon département. Ah d'accord. Moi, je suis côté de l'eau. Deux sujets importants. Tout à fait. Mais au niveau de l'eau, non, une commission locale de l'eau. Alors, soit on la tient en commission locale restreinte, soit en comité de territoire, où donc on a les commissions locales de l'eau élargies, donc à tous les acteurs, c'est-à-dire associations de consommateurs, etc. On présente, nous, les dossiers sur les études, parce que nous, on a essentiellement cette mission-là, c'est de mener des études en lien avec notre établissement public, où on se bat bec et ongle pour essayer d'avoir des études financées à 100%, parce qu'on n'a pas de budget propre, donc il faut toujours aller chercher les 100% de financement, sinon on ne peut pas faire des études. C'est aujourd'hui le cas, nous, sur l'étude socio-économique du PTGE. Mais tous les acteurs sont là, dans la salle. La parole est libre, comme vous nous la donnez ici. Si l'ARS avait le moindre souci, j'espère qu'ils interviendraient. Donc, et j'espère même que l'État qui est présent aussi, les représentants de la DDT sont présents également. Je pense qu'ils auraient connaissance d'un problème de qualité sur l'eau. Pareil, j'espère qu'ils interviendraient. Mais par exemple, consécutivement aux révélations sur Nestlé-Alma de janvier, lors des clés suivantes, si je puis me permettre, aucune communication de l'État, aucune communication de l'ARS sur le sujet à votre endroit. Non. D'accord. Je vous sens, Monsieur Verdier, je me permets de dire, un peu frustré par le fonctionnement de la clé. Est-ce que je me trompe si je dis ça? Ah non. Je ne me trompe pas. Non. Vous trouvez que ça n'avance pas? Ça avance parce que... Donnez-nous votre sentiment. Allez au bout peut-être. Ah non, mais moi, je vais vous le donner, c'est pas un souci. Ouais. Bon, déjà, moi, je suis arrivé là, président de la clé, parce que l'ancien président avait démissionné. Bon. Pourquoi il avait démissionné, vous le savez? Pour des raisons internes à la clé. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça nous intéresse, vous pouvez expliquer, s'il vous plaît. Non, mais c'est qu'il y a eu des loupés avec certains acteurs de la clé qui ont fait qu'il a démissionné. Peu importe. Moi, aujourd'hui, nous, la clé, ma mission principale, c'est quoi?
Ma mission principale, c'est de renouer le dialogue entre acteurs du territoire. Les agriculteurs, les sociétés de consommateurs, les CCI, etc., toutes les chambres consulaires, les pêcheurs, les acteurs environnementaux, etc., et de se parler. D'arriver à un consensus sur la quantité d'eau, entre ce qui doit aller au milieu, ce qui est nécessaire pour le fonctionnement du milieu, et après, préserver notre économie, préserver notre agriculture, parce qu'on a besoin de tous ces éléments-là. On n'est pas une société dans nos territoires ruraux complètement recluse, et j'espère que je suis d'être dans cette chambre représentant les collectivités, où il me semble qu'on est là quand même pour faire avancer notre pays, donc de concilier à la fois environnement, mais aussi développement économique. On est bien d'accord. J'espère avoir votre confirmation. Vous l'avez, bien. Après moi, au niveau de la clé, comme aujourd'hui je vous le dis, on est en copile, comité de pilotage sur l'écriture du plan de territoire de gestion des eaux. On a tout le monde autour de la table. On a élargi ce copile à toutes les associations. On a élargi ce copile aux agriculteurs biologiques, aux agriculteurs conventionnés. On a tout le monde autour de la table. Mais on doit trouver des solutions sur la gestion des eaux, étiage hors étiage. Ça, c'est notre boulot. Et on va dire que ma mission principale, c'est de trouver le consensus sur l'écriture de ce document-là. Voilà, nous, on est là pour qu'après, au niveau des mesures qui seront prises plus tard, il y ait une acceptation par le plus grand nombre des mesures qui seront prises. Alors, je reformule les choses pour essayer de progresser dans la discussion. Nous, on a la responsabilité dans cette commission d'enquête aussi de formuler des recommandations pour que les choses fonctionnent mieux, à la fois sur le contrôle public, à la fois sur la gouvernance de l'eau, sur tout ce qui peut concerner ces différents sujets. Quels sont pour vous les éléments fondamentaux, si on voulait vous aider et vous rendre un peu plus heureux dans ces fonctions, comment on pourrait... Il a l'air heureux. Oui, je suis très heureux. C'était une boutade, mais je sentais la pointe d'agacement devant que je peux comprendre devant des dossiers qui avancent insuffisamment. Je veux dire par là, comment on pourrait vous aider à améliorer la situation? Quels sont pour vous les éléments qui vous manquent pour travailler convenablement, avancer suffisamment? Si déjà on pouvait avoir les financements qu'on demande au niveau des études, parce qu'aujourd'hui on nous demande ça, c'est de conduire des études sur les zones humides, sur la quantité d'eau, des ressources, etc. Soit que les clés aient un budget propre, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent comme une collectivité, soit que les établissements dont on dépend nous financent à 100% les études sans qu'on ait besoin de pleurer tous les quarts d'heure. Donc c'est avant tout une question financement. C'est le nerf de la guerre, surtout dans le contexte aujourd'hui, hein, je ne vous l'apprends pas. On est, même dans nos collectivités, on voit bien que le nerf de la guerre, c'est la question financière. Si on a de l'argent, oui, on peut avancer. Si on n'a pas d'argent, malheureusement, on ne pourra pas financer. Et je me permets, tant que j'ai la parole, c'est que les mesures que nous allons proposer pour optimiser la ressource en eau, c'est-à-dire peut-être il va falloir commencer à dire qu'il va falloir faire des travaux d'assainissement pour les collectivités, etc. Si on l'annonce, mais que derrière les collectivités n'ont pas les moyens de financer les travaux d'assainissement, je pense à cet exemple-là, on aura travaillé pour pas grand-chose. Nous, le but, c'est qu'il y ait des actions concrètes derrière. S'il n'y a pas d'action concrète, on pourra faire tous les textes, on pourra faire tous les PTGE, on pourra faire tout ce qu'on voudra, mais si derrière la question financière n'est pas réglée pour les collectivités qui devront intervenir, qui auront, elles, l'action publique, autant donner un coup d'épée dans l'eau. Merci, je prends ce point et je retiens quand même que les discussions avec l'État dans cette structure ne sont pas très productives. Si, avec monsieur le préfet du Puy-de-Dôme, mais le problème c'est qu'il peut pas, enfin, lui aussi il a l'enveloppe qu'il a. Ça je l'entends tout à fait, mais par contre on a un préfet dans le Puy-de-Dôme aujourd'hui très à l'écoute, très ouvert à la discussion, et sur l'eau, et très impliqué sur l'eau. Voilà, ça il n'y a pas de... Ce que voulait dire peut-être le rapporteur, c'est par rapport à vos propos, monsieur le président, par rapport à d'autres services de l'État, je pense notamment lorsqu'il vous a questionné sur l'ARS. À l'ARS aujourd'hui, moi, enfin, nous, on n'a jamais eu... L'interlocuteur dans la clé que vous présidez, c'est un représentant de l'ARS départemental du Puy-de-Dôme ou c'est le directeur régional de l'ARS qui vient? C'est le département. C'est le département. C'est le représentant de l'ARS dans le département. Oui. Comme on va auditionner prochainement le directeur régional,
On lui posera la question. Voilà, parce que nous, on a 5 départements quand même, dont on dépend. Oui, c'est une grande région. Et voilà, Moins que la mienne, parce que si vous voulez qu'on échange avec l'Occitanie, je fais bien l'échange, si vous voulez. Messieurs les maires, Monsieur Luneau, est-ce que vous voyez des choses à rajouter sur peut-être d'abord votre relation de travail avec ces industriels et ces embouteilleurs de l'eau que nous on a sur lesquels porte principalement notre enquête. Est-ce qu'elles sont fluides? Est-ce qu'elles fonctionnent bien au niveau de la commune? Est-ce que vous avez l'impression que des points réguliers sont faits? Et au niveau de la protection de la ressource, est-ce que vous avez l'impression que l'essentiel du travail est pour vous aussi réalisé? Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de poser cette question. Si vous ne me l'aviez pas posée, je l'aurais évoquée naturellement. Je vais vous parler du comité environnemental de la protection de l'impluvium de Volvic, qui est une instance c'est une association même, qui est co-construite avec la Société des eaux de Volvic et les différentes communes qui sont parties prenantes sur l'impluvium. Et donc, il y a 3 axes, 3 catégories d'actions qui sont menées à destination des agriculteurs, des particuliers, et notamment de la protection des milieux naturels et de la biodiversité. S'agissant des actions qui sont menées à destination des agriculteurs, il y a une incitation forte pour permettre la disparition des produits phytosanitaires et puis il y a également des actions de chaulage qui, comme vous le savez, permet de renforcer les sols en calcium et en magnésium et en même temps de les aérer, de permettre le développement des racines et d'améliorer le rendement, ce qui permet d'éviter d'utiliser des produits non vertueux et qui peuvent mettre à mal notre ressource. Vis-à-vis des particuliers, il y a une incitation et des aides aussi, notamment s'agissant de l'assainissement individuel, la modernisation des stations d'épuration et également en partenariat avec différents organismes comme la LPO, des actions à destination de la biodiversité. Donc la ressource de l'impluvium, j'ai coutume de dire que c'est notre trésor commun, que ce soit pour le minéralier ou que ce soit pour l'eau potable, et nous devons en prendre grand soin, et c'est la raison pour laquelle nous œuvrons à travers cette association pour garantir sa pérennité. Peut-être monsieur le maire de Saint-Thior avant, si vous le permettez, monsieur le directeur, excusez-moi, pour que vous puissiez aussi, monsieur le maire de Saint-Thior, si vous avez des informations à nous donner sur la protection de la ressource chez vous. Alors, je dirais que par rapport à ce que vient de dire mon collègue, nous n'avons pas de suivi, nous, à faire des sources ALMA, dans la mesure où nous n'avons pas de pollution ni de choses de ce genre qui se déclarent, ou tout au moins, je n'ai jamais eu l'information. Maintenant, nous faisons également sur Vichy Communauté, avec la communauté d'agglomération, dont je suis vice-président, on a la protection de la ressource qui, principalement pour le secteur de Vichy, Saint-Thior et toute la partie qui est le long de l'Allier, vient en grande partie de l'Allier. Après, on a la montagne bourbonnaise qui a également des sources, mais on est très bien structuré. Le SMEA, le syndicat mixte des eaux de l'Allier, a fait des jonctions et des liaisons entre les différentes communes pour pouvoir éventuellement dépanner certains secteurs qui seraient en manque d'eau dans des périodes que nous avons déjà connues. Autrement, sur la pollution et sur la qualité de l'eau potable, on n'a pas eu de gros pépins. On a toujours surveillé de près la qualité de l'eau. On est dans une phase où on est en permanence dans la surveillance de cette qualité pour qu'on puisse délivrer de l'eau potable à nos habitants. Maintenant, Saint-Thior ne rentre pas dans cette catégorie-là, puisque ce sont des sources, encore une fois, très profondes et qui ne rentrent pas dans le cadre de l'eau potable directe. Elle est gazéifiée et donc, voilà, c'est quelque chose qui nous
laisse un peu sur notre faim parce que lorsqu'on demande quelques renseignements ou quelques informations, on a toujours l'impression qu'on a peur de nous donner quelque chose qui pourrait permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins, alors que nous, c'est simplement une question de connaissance. Monsieur le directeur, excusez-moi. Oui, monsieur le rapporteur, je voulais souligner simplement une spécificité de la nappe de Volvic par rapport à d'autres nappes de minéralier, c'est que c'est une nappe qui est utilisée à la fois par un minéralier et pour l'eau potable, ce qui n'est pas forcément une situation extrêmement courante, puisque donc il y a à la fois des prélèvements qu'on évoquait tout à l'heure par la Société des eaux de Volvic, mais également par le syndicat dont monsieur le maire est par ailleurs président, comme il l'a indiqué tout à l'heure, et qui alimente en eau potable un certain nombre de communes du département. Et c'est aussi à ce titre de eau potable qu'un certain nombre d'actions de protection sont réalisées, comme monsieur le maire l'indiquait, ce qui peut expliquer que ce ne soit pas forcément le cas ailleurs. Je citerai par exemple à ce titre un accord entre le CEPIV, donc l'association que monsieur le maire a rappelé, et la SNCF, qui conduit la SNCF à n'avoir aucun traitement chimique de désherbage de ces lignes ferroviaires pour la partie qui traverse l'impluvium de Volvic, pour s'assurer qu'il n'y a aucune pollution. Par ailleurs, il y a une déclaration d'utilité publique qui est en vigueur sur les périmètres de captage, justement, aux fins d'eau potable de l'impluvium, donc qui offre également une protection de la qualité. Je ne pourrais pas vous en parler en détail car ce n'est pas la DDT qui est en charge, mais un certain nombre de dispositions comme des régulations sur les camions et les transports de matières polluantes qui sont interdits sur les routes de l'impluvium ou ce genre de dispositions. Donc en fait, le fait que la ressource soit utilisée et pour un minéralier et pour l'eau potable ajoute aussi une protection supplémentaire à la qualité à travers les dispositions qui en découlent. Merci. Peut-être, juste pour revenir, oui, monsieur le conseiller départemental, ici, je vous en prie. Ouais, je vous remercie. Juste par rapport à ce que disait Alexandre, c'est-à-dire l'application financière, par exemple dans le Puy-de-Dôme, pour travailler sur l'alimentation en eau potable, refaire les réseaux, l'assainissement, les interconnexions pour pouvoir avoir une vision à 30 ou 40 ans à peu près sereine, c'est 1,5 milliard € à peu près. Alors, par exemple, le département va donner pas loin de 45 millions d'euros, soit un quart de la somme de ce qui va être dépensé jusqu'en 2028. Mais ça veut dire qu'on arrive à payer un peu plus, on va dire, que ce qu'il faudrait comme entretien. Mais pour améliorer les rendements, améliorer tout ça, il faudrait des finances bien supérieures à ça. Et le problème, c'est qu'on peut faire toutes les réunions qu'on veut. Bon, c'est sympa, on se voit, tout ça, mais financièrement, je pense que s'il n'y a pas quelque chose une impulsion importante pour dire l'alimentation en eau potable, faut tel rendement, l'assainissement, la qualité des stations d'épuration, etc., ça va être assez... On va rester dans l'étude. Moi, j'étais venu là il y a 35 ans pour parler de l'eau. Moi, j'ai pas l'impression que ça si tant évolué que ça, quoi. On est beaucoup dans l'étude, l'info. Et puis, les réalisations, on a l'impression que l'étude cache le fait qu'on n'a pas de moyens, en fait. Voilà. Moi, c'est ma vision perso, hein, je n'engage personne, mais voilà, moi, j'ai l'impression de ça, quoi, un peu. Et est-ce que, oui, monsieur Verrier, peut-être, je vous pose une question avant, comme ça, vous pouvez en plus répondre sur ça. Plusieurs points parce qu'en fait, qui me reviennent avec votre intervention. D'abord, quand même, cette surprise sur ce que vous nous dites sur la qualité, parce que le SAGE est quand même un document qui doit contenir des questions sur la qualité. Donc, je me permets de revenir sur ce point-là, qui pour moi est quand même dans le périmètre de la clé, de la commission locale de l'eau. Deuxième point, question aussi sur... Vous êtes une structure très vaste, puisque vous concernez... Enfin, c'est 5 départements, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous considérez que cette structure... est-ce que vous considérez que c'est l'échelon pertinent? Est-ce
que vous considérez que ça fonctionne à ce niveau-là, parce que j'imagine le nombre d'acteurs autour de la table, est-ce que vous considérez que c'est pertinent? Et est-ce que votre clé est adossée à une structure en particulier? Parce qu'il y a des clés qui sont adossées à des associations, à des départements. Vous êtes adossé à une structure en particulier ou pas qui assure le portage? Alors, pour répondre sur le portage, nous, on est beaucoup raccordé à l'EP Loire. Pardon? À l'établissement public Loire. D'accord. Et c'est souvent compliqué parce que le siège n'est pas sur place, comme vous l'avez dit, on est sur 5 départements. Et c'est là où je voulais rebondir, c'est que sur le financement, par exemple, où j'ai le département du Puy-de-Dôme qui est très investi, et financièrement parlant, c'est un vrai investissement, qui nous aide à financer l'étude HMUC socio-économique, etc. Je ne peux pas en dire de même pour tous les départements de cette clé. Et je vais le citer, le département de l'Allier aujourd'hui, ni le département, ni l'État local de l'Allier ne met la main au porte-monnaie. Et comment vous l'expliquez? C'est un refus. Alors, au niveau du conseil départemental, on me répond que c'est pas une politique obligatoire qu'ils ont. C'est un choix politique, je dis pas. Mais l'État local de l'Allier qui met pas la main à la poche, alors que le préfet du Puy-de-Dôme est lui très engagé sur cette question-là, moi, ça m'interroge. Moi aussi, parce qu'il y a quand même une continuité de l'action de l'État à travers les départements, donc c'est vrai que c'est intéressant. Bon, après, on va dire que les autres départements sont, on va dire, moins impactés. On est traversé, mais ça n'empêche pas qu'il y ait cette relation des 5 départements sur cette question de l'eau. Aujourd'hui, donc, on est rattaché, je vous le disais, à l'établissement public Loire, mais il faut toujours, c'est pas pratique de travailler ensemble. Ce n'est pas, on n'est pas libre. Alors on n'est pas une collectivité locale, donc je ne vais pas vous sortir l'argument de la libre administration, mais quand même, nous on nous demande d'agir. Aujourd'hui, moi je fais du dialogue social pour l'État au niveau du SAGE. Vous pouvez préciser ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous faites comme dialogue social? C'est-à-dire que moi j'ai tous les acteurs autour de la table. Donc le consensus, c'est moi, en tant que président de clé, qui dois le trouver. J'ai cette mission-là, on va dire, où j'ai l'État, où j'ai les utilisateurs, les consommateurs, etc. Le but, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de faire passer les mesures qui vont être prises pour répondre à une situation sur l'eau. Oui. Moi, je crois beaucoup en la différenciation locale, territoriale. Quelque chose qui plaît beaucoup au Sénat, vous savez. C'est pour ça. Et ça me plaît beaucoup quand certains sénateurs en parlent. Mais la différenciation, pardon, mais du coup, cette méga structure à 5 départements, ça ne permet pas trop la différenciation locale, si je peux me permettre. Le problème, c'est que c'est à nous de travailler dessus, alors que, je ne vais pas vous mentir, mais moi, le territoire du Haut-Allier, moi étant dans le Sancy, ce n'est pas le territoire que je connais le mieux. Donc c'est pour ça que, d'où la nécessité d'avoir des services qui connaissent le territoire et des élus qui connaissent leur territoire. Et on leur fait confiance. Parce qu'on ne pourra pas gérer une situation dans le Haut-Allier comme dans le Forez au niveau du Puy-de-Dôme. Les situations sont différentes. En 2 mois, il peut y avoir eu plus de pluviométrie sur un secteur que sur un autre. C'est complètement... on ne peut pas gérer de la même façon des situations différentes sur des secteurs différents. Donc, à nous de trouver... on essaye d'être le plus juste au niveau du territoire. Sinon, ça ne sert à rien de faire des... Sinon, on met tout le monde à la même enseigne, mais on n'aura réglé aucun problème. Donc, le but, c'est quoi? Pour moi, le but de cette commission locale de l'eau, c'est de trouver des solutions. Parce que sinon, faire des réunions pour qu'à la fin, on n'ait pas de solution et pour se dire qu'il faut refaire une réunion pour essayer d'en trouver une, la réunionnite, on en fait suffisamment comme ça, déjà, je trouve, dans pas mal de domaines. Donc, nous, au bout d'un moment, il faut que ça avance. Les élus locaux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que ça avance. Ils veulent des solutions, ils veulent du financement pour agir. On n'est pas élu local, je pense, pour attendre que le temps passe, que le mandat se termine et qu'on essaie d'en faire un autre. Non, c'est de mener des actions. Pour moi, c'est la volonté première de l'élu. Merci beaucoup. Oui, sur la qualité, je vous voyais opiner du chef et donc oui. Ça me permet de... Oui, on est bien sur un outil qui travaille sur l'ensemble des problématiques de l'eau. Donc le SAGE a été approuvé en 2015, donc on a forcément le volet d'enjeux qualitatifs qui est traité. Donc nous, on s'appuie beaucoup sur le Code de l'environnement et sur le SDAGE Loire-Bretagne. On n'a pas mis des prescriptions ou des règles supplémentaires sur les enjeux qualitatifs.
Et depuis 2017, on se priorise sur des études majeures qui sont la gestion quantitative et aussi le traitement du coup d'un schéma de gestion sur l'espace de mobilité de l'Allier qui, par sa dynamique, crée des érosions et des incisions et qui sont un enjeu majeur pour le bon fonctionnement de cette rivière. Et aussi, on s'est investi à réaliser les inventaires de zones humides sur les 6400 km². Donc, en termes d'ambition en fait, d'études, on a mis des priorités. Donc, la qualité, pour l'instant, en effet, on ne l'a pas traitée sur ces dernières années. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un enjeu qualitatif et des dispositions mises dans le sage sur cet enjeu. C'est qu'aujourd'hui, on ne nous donne pas les moyens, de toute façon, de les traiter. Je veux rebondir aussi sur les eaux de ceinture. Les eaux de ceinture sont vraiment des eaux profondes avec une protection. Elles sont protégées. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas forcément un regard particulier sur ces eaux de ceinture parce qu'elles sont profondes, elles sont exploitées que par cette société. Il n'y a pas d'enjeu de partage en fait avec d'autres activités. Très bien. Monsieur le directeur, vous aviez une ultime remarque après les propos de Monsieur Verdier qui montrait la différenciation territoriale sur l'action de l'État. C'est là-dessus que vous vouliez intervenir? Oui, monsieur le rapporteur, vous avez indiqué être interpellé par ce qui serait une différenciation d'implication financière de l'État. Alors, il ne m'appartient pas de me parler à la place du représentant du préfet de l'Allier, simplement sur le financement donc, du PTGE Allier-Aval, voilà, que l'État soutient et soutient l'action du président Verdier en la matière. L'intervention financière de l'État en matière de politique de l'eau s'effectue à travers les agences de l'eau. Et en l'occurrence, c'est à travers l'agence de l'eau et non pas à travers chaque État local ou chaque préfet de département. C'est régionalisé. Enfin, voilà. Et donc l'étude socio-économique qui est très importante et qu'on soutient est financée à 50% par l'agence de l'eau. Voilà, donc l'État intervient bien à hauteur de 50% en financement de cette agence, de cette étude. Mais c'est une étude sur le territoire qui concerne effectivement l'État, mais qui concerne tous les acteurs de ce territoire, notamment tous les acteurs locaux, toutes les collectivités. Et il est très important de notre point de vue que l'ensemble des collectivités qui sont partenaires de cette étude le montrent et s'y investissent, comme le fait le département du Puy-de-Dôme, comme le font un certain nombre de collectivités locales, EPCI. Voilà, l'État est présent à 50% et les autres 50% doivent être apportés par les collectivités. C'est au niveau de ces autres 50% qu'il y a un manque. Mais il n'y a pas de financement par l'État du Puy-de-Dôme, par l'État de l'Allier. Non, c'est l'agence de l'eau, Loire-Bretagne, qui finance, que ce soit les études, que ce soit le poste d'animation du PTGE, ou etc. Et on est aux côtés du président Verdier dans son action, mais le financement passe par l'agence de l'eau. C'est la même agence de l'eau pour l'ensemble de la clé par rapport à... Voilà, c'est pour ma culture générale. Voilà. Parce qu'il peut y avoir plusieurs agences de l'eau en fonction des bassins. Non, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça avec une. Pas besoin de deux. Ne souhaitez pas vous complexifier, monsieur le président. Pour moi, c'est bon, Monsieur le Président. Je pense qu'on a fait le tour du sujet, sauf si ou l'un ou l'autre a une dernière chose à nous partager et à partager. Mais sinon, pour moi, je crois qu'on a fait déjà un beau tour de la région, même des eaux de la région. Est-ce que Monsieur le maire de Saint-Thior, vous aurez quelque chose à rajouter, puisqu'il est un peu à distance? Je n'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que mes collègues élus du département ont défini des priorités, je pense, et je ne sais pas comment ça va évoluer, s'ils vont changer leur comportement ou pas. D'accord. Bah, écoutez, comme vous n'avez plus de questions... monsieur le maire. Et monsieur Luneau aussi. Alors on va commencer par le conseil départemental. Juste une petite chose, avec le préfet du Puy-de-Dôme et le président du département, Lionel Chauvin, et moi-même, on essaye de mettre en place un observatoire départemental de l'eau. D'avoir une vision des nappes, du coup, globale, de connaître toutes les nappes. Des nappes, de l'assainissement. Voilà, oui, aussi sur le petit cycle de l'eau. Le petit cycle et grand cycle, voilà, la totalité de cette vision, pour essayer non pas avoir une vision un peu comme on a eu là, c'est-à-dire morceau par morceau, mais gros morceau par gros morceau, voilà, parce que bon, sachant que le département, c'est pas un bassin versant, mais c'est quelque chose d'administratif qui existe. Et ça, je pense que ça serait important
de pouvoir, alors je sais que l'agence de l'eau aussi est dedans, hein, et d'avoir financé peut-être un poste ou une partie d'un poste, voilà, pour pouvoir mettre cet observatoire pour avoir une connaissance globale plus grande que des morceaux de département, quoi. Merci. Monsieur le maire, le mot de la fin, il est pour vous. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. J'ai bien retenu au cours de nos différents échanges que cette commission n'était surtout pas un tribunal, mais qu'elle pouvait éventuellement, à l'issue, faire des propositions. Et donc, je ne vais pas me priver de ce commentaire si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Lors de la présentation préliminaire que j'ai faite au départ, j'ai souligné le manque d'informations, de prérogatives des maires des communes sur lesquelles étaient notamment installés les minéraliers ou les communes sur lesquelles existait un impluvium. Donc, je rappelle, je veux juste dire que le maire n'a pas de prérogative dans ce domaine, n'a pas d'informations vraiment importantes, ni de pouvoir. Sauf que c'est lui qui est l'interlocuteur de premier niveau pour les administrés. Et au même titre que le président Verdier, moi je suis frustré de ne pas pouvoir apporter de réponses suffisamment éclairées, pertinentes ou cohérentes pour mes administrés. Et là, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire pour justement nous impliquer un petit peu plus dans ces problématiques. Et si je puis me permettre, les questions de vos administrés, quelles sont-elles principalement ? Alors, elles sont surtout, disons, basées sur ce qu'ils entendent dans les médias, avec les déformations qui peuvent exister. Et donc, voilà, pour contrer ce genre de désinformation parfois, c'est très compliqué à défaut de posséder les bonnes infos. C'est une fois de plus, j'allais dire, une remarque de bon sens comme les élus locaux, vous en avez systématiquement. C'est pour mettre en avant, messieurs, vous n'êtes pas élu, madame, excusez-moi, mais bon, vous parlez à un convaincu et c'est vrai qu'on voit à travers le sujet, vous l'avez évoqué, notamment monsieur le président de la Clé, vous-même, monsieur le maire, à travers, on voit qu'à un moment, et on en parlait en aparté avec monsieur le rapporteur, peut-être que l'ARS, si vous donnez les informations adéquates sur des sujets comme ça, vous pourriez être, j'allais dire, un des interlocuteurs privilégiés par rapport aux sollicitations de vos concitoyens, mais faute d'informations, ben, vous êtes dans le silence et peut-être que vos concitoyens considèrent que vous cachez des choses alors que vous ne savez rien du tout, et malheureusement. Donc peut-être ce sera intéressant, monsieur le rapporteur, de retenir cela. Est-ce que vous avez terminé, monsieur le maire? Je ne pourrais pas vous couper. Ben, nous comptons sur vous pour être entendus. Écoutez, soyez sûr que dans la Chambre des collectivités territoriales, une remarque d'un élu est toujours prise en compte. Voilà. Et pour être un relais, moi je tenais à vous remercier, monsieur le conseiller départemental, messieurs les maires, monsieur le président de la Clé, monsieur le directeur, pour cette audition, parce que je trouve que c'est intéressant pour nous de mieux connaître les territoires, mieux connaître vos problématiques, en associant monsieur, madame, excusez-moi, et dire que pour nous c'est enrichissant et je tenais à vous en remercier parce que en tant qu'élus locaux, ben, vous êtes des élus de bon sens. Et à un moment où, faute de budget national, on se cherche un peu, heureusement qu'on vous a, messieurs, parce que vous êtes la stabilité de notre République. Donc encore merci pour ce que vous faites et tous nos encouragements. J'ai bien compris que vous cherchez des financements, mais avant d'avoir des financements, monsieur le président de la Clé, qu'on ait au moins un budget au niveau de la nation, ça pourrait vous réconforter. Merci beaucoup et on donne rendez-vous à monsieur le rapporteur la semaine prochaine, le 4 février.